Alors, écoutez, bon après-midi à tous. Après cette petite pause, je suis très heureux de relancer la seconde partie de nos débats autour de nos grandes thématiques du jour, comment combattre le colonialisme vert. Donc, ceux qui ont pu assister aux sessions du matin ont dû être un peu frustrés parce que nous n'avons pas pu, faute de retard, laisser d'espace pour les questions-réponses. Bien entendu, on va veiller à ce que cet après-midi soit différente et impérativement pour que vous puissiez participer, parce que c'est quand même le but du jeu. Ça a dû être très frustrant. On tient vraiment à s'en excuser. Et sinon, voilà, si c'est pas inclusif, c'est vrai que ça ne sert pas à grand-chose. Donc là, je vais être très rapide et vous expliquer de quoi on va parler. Donc, ceux qui ont le programme le savent déjà. Donc, après les accords de libre-échange, après aussi les questions sur les crédits carbone, le colonialisme vert, donc sur la base de l'économie carbone, on va parler maintenant du caractère sacré de la nature, qui est quand même quelque chose qui revient très régulièrement chez les peuples indigènes. Reconnaître le caractère sacré de la nature et des sites bioculturels. Alors, cette thématique-là, c'est une thématique que notre modérateur, M. Mindayi Bastida, donc que j'ai déjà présenté ce matin et qui est représentant du peuple Otomi Toltec au Mexique, qui est un des membres du comité exécutif de l'Alliance des gardiens de mer nature, qui est aussi membre du Conseil de l'Aigle du Condor. C'est une thématique sur laquelle il travaille depuis des années. Et bien sûr, cette session va permettre de comprendre ce qu'on entend par caractère sacré et site bioculturel. Donc nous aurons plusieurs invités dans ce panel qui présentera plus longuement. Bon, vous retrouverez Myriam Cisneros du peuple Quichua de Sarayaku, qui vient d'Équateur. Apollinaire Oussoulio aussi, grâce aux problèmes techniques qui ont été résolus par nos amis techniciens là-haut, et on les remercie, qui nous parlera du Bénin. Malheureusement, il devait être parmi nous et il a été testé positif au test PCR avant, donc on n'a pas pu l'avoir, on n'a pas pu avoir la chance de l'avoir avec nous. Mais nous l'aurons en retransmission. Apollinaire, qui est aussi membre du comité exécutif de l'Alliance des gardiens de mer nature et directeur de GRAP Bénin. Je vais laisser Mindayi présenter les autres membres. Nous avons, je tiens à le dire, eu une demande de dernière minute pour 2 représentants indigènes et on va leur donner un petit espace parce que c'est important, puisqu'ils souhaitent s'exprimer, qu'ils puissent le faire aussi. Et nous aurons aussi 2 remarques avant les questions-réponses. On demandera à tous d'être assez rapides pour que tout le monde puisse s'exprimer et qu'il puisse y avoir vraiment des questions-réponses cette fois-ci. Donc je donne immédiatement la parole à Mindayi Bastida. Mindayi, do you want also that I co-moderate with you? Or, okay. Voilà. Bon, je serai aussi co-modérateur à Mindayi pour l'épauler sur ce panel très chargé. Merci. Merci à vous. Thank you, Gert. We want to talk about the sacred nature of biocultural sacred sites. So for this. Si on m'entend. Merci beaucoup. Nous allons commencer ce panel alors du coup sur le thème du caractère sacré de la nature et des sites naturels, des sites bioculturels. First of all, let me tell you that the sacred sites in the world are being desecrated, especially in original nations' territories. I'm going to repeat. Let me tell you that sacred sites are being desecrated in the indigenous people's territories. Alors les sites sacrés sont en train d'être désacralisés, excusez-moi, dans les territoires indigènes. In the case of Africa, in the Americas and Oceania and Asia and elsewhere, at least in the Americas, has been for the 500 years in the past. Alors sur tous les continents, Afrique, Asie, Amérique latine, ce sont des sites qui ont plus de 500 ans. And there is not an international regime that protects sacred sites.
Et il n'y a pas de régime international pour les protéger. There are some examples that are being taken into consideration in some countries like Australia that are the beginning of the protection in the sacred sites. Oui, en Australie, il y a quand même des initiatives pour protéger des sites, Like the case of Uluru. comme c'est le cas pour le mont Uluru. In other places, these sacred sites are named archaeological zones or archaeological zones. Archaeological. Et dans d'autres pays, eh bien, c'est des sites archéologiques. So, but what is a sacred site? A sacred site is a special place, special site where there is a special energy. Un site sacré, c'est un lieu où il y a une énergie spéciale. It's where we bring together the spirit and the matter. C'est là où on fait le lien entre l'esprit et la matière. And they serve for biocultural conservation and they are part of biocultural heritage. Et ces sites bioculturels font partie de notre héritage bioculturel, culturel en fait. These places are venerated and many people take pilgrimages, may respect, carry out rituals and payments. Ce sont des sites sacrés et les gens font des pèlerinages et vont prier sur place. Most of the time we take into consideration that these sacred sites are just like in the Western way of thinking, buildings. La plupart des sites bioculturels, c'est pour nous dans le monde de l'Occident, Are mostly thought as buildings. on les voit plutôt comme des structures, des bâtiments. But they are more than buildings, and we can see that we use biocultural concept, biocultural category, as to approach the diversity of sacred sites. Mais ce sont plus que des bâtiments, plus que des structures. Les sites bioculturels sont démarqués. So that's the reason we are facing this desecration, because most of the sacred sites in original nations' territories are natural based. Donc la plupart de ces sites pour nous sont sont naturels en fait. Ce ne sont pas forcément des édifices ou des structures, des sites naturels. That's the reason some caves are sacred for us. Top of mountains are sacred. There are valleys that are sacred, and so on and so forth. Donc en fait, les montagnes pour nous sont sacrées, les rivières, c'est ça ce qui est sacré, pas un édifice. And remember that there was a time when the colonization occurred, and still until today, they were buildings on top of other sacred sites, meaning that, for example, in Peru or in the Andean communities, or in Mexico, Guatemala, they were building on top of the pyramids, on top of the temples. Et alors, pendant la période coloniale, quand les colonisateurs sont arrivés, ils ont commencé à créer des bâtiments, à bâtir, construire sur ces sites sacrés, et c'est le cas surtout au Pérou, au Mexique, au Guatemala. And in some other places, the sacred sites were called devil places. Devil places. Et certains sites étaient visionnés comme des sites diaboliques. Like the Devil's Cave or the Tower's Devil, and so on and so forth. Devil's Cave. Devil's Cave, oui, comme la grotte du diable. And
you know, these places are sacred for original nations, and when the colonial powers arrived, they were trying to raise all those sacred places, and on top of those sacred places, they were buildings of the Catholic or Christian churches. Et donc, quand les colonisateurs sont arrivés, ils ont pris les sites des peuples originaux et ils ont construit par-dessus leur propre édifice, donc des églises catholiques, pour voilà. So I just want to add that these sacred places are so important for conservation of life. They are so meaningful because it's like the energetic points of Mother Earth. It's like the chakras, because they really support life systems. Et donc c'est pour ça que c'est si important. Ces sites en fait représentent l'énergie de la terre-mère et sont très importants pour nous. So I want to now just to pass the word and talk about specificities about how these sacred sites are being taken care of by our original nations and how they are being threatened. So I'm going to pass the word to Miriam Cisneros, who is the representative of the Quechua peoples of Sarayaku. So in this panel, we are going to have Apollinaire Usolelio, Prince Yaka Wanu of Benin. And also we have Emily Gallard, coordinator of General of the Chair pour la Paix de Normandy. And also we have among us Sébastien Maville, avocat au Bureau de Paris. Also, he's Vice President of the French Committee of IUCN. Welcome. And we have also 4 other brothers and sisters that are coming with us. We welcome Bartolo Oshiwa from the Zapara peoples. Welcome. And also Uyunkar Peace from the Foundation of Pachamama. Welcome. And also Pauline. I just read. Okay. And Pauline Thierot and Maud Kinsin. Where are they? Yes. Okay. Il dit bienvenue à tout le monde. Donc, translate what you said. And I just want to acknowledge here our translators, because they are doing a very, very hard work. Yes. Thank you. So with that, allow me to pass the word to Miriam Cisneros. Donc il va passer la parole à Myriam, voilà, pour parler un petit peu des sites qui sont pris en charge par les communautés indigènes. Who is also a parliamentarian in the Andean region, representing the Sarayaku peoples and the indigenous peoples of Ecuador. We need the microphone for that. Casi no voy a estar en líos. Buenas tardes. Gracias por venir esta tarde
a compartir con nosotros. Mi nombre es Miriam Cisneros, soy del pueblo originario quichua de Sarayaku, de la Amazonía ecuatoriana y actualmente asambleísta parlamentaria andina. Bonjour, merci pour être tous ici. Je suis Miriam Cisneros et je viens du peuple Sarayaku de l'Amazonie équatorienne. Je suis aussi partie de l'Assemblée de mon pays et du Parlement andino. Bueno, hoy, esta tarde, vamos a hablar lo que significa lo sagrado, el territorio donde nosotros, los pueblos originarios, vivimos por miles de años. Cet après-midi, on va parler du côté sacré du territoire où notre peuple habite depuis plusieurs années, centenaires d'années. Los pueblos indígenas hemos conservado nuestros espacios sagrados milenariamente, conservando de una manera intacta como son nuestras montañas, nuestros ríos, nuestras lagunas, las cascadas que nosotros como pueblos consideramos como selva viviente. Nous, comme peuple, on a conservé notre territoire, notre montagne, la rivière, les fumiers et les tombées d'eau comme des parties sacrées de notre territoire. Sin embargo, la colonización y las empresas extractivas hacen presencia en nuestros territorios, causando daños e impactos del ambiente. Mais cependant, toutes les entreprises qui cherchent à exploiter toutes ces richesses sans avoir sans voir la conséquence que ça peut provoquer dans l'environnement. Cuando los pueblos originarios luchamos en las calles, hacemos pronunciamientos, nuestros dirigentes, nuestros líderes indígenas están siendo perseguidos, han sido callados y encarcelados. Por lo tanto, debe haber una concientización de que esos espacios tienen vida y tienen espíritus que son hombres y mujeres similares a nosotros. Et notre peuple a fait des manifestations pour défendre tous ces territoires sacrés. Mais notre porte-parole, les gens de notre peuple ont été cherchés, persécutés. Alors on cherche de créer conscience pour la conservation de ce territoire sacré. Los lugares sagrados son espacios de sanación para los pueblos originarios, coger energías, soñar nuestros caminos a donde queremos dirigir a nuestros hijos. Notre territoire sacré, ce sont des endroits où il y a d'énergie et où on peut élever nos enfants et les mettre en chemin où est-ce qu'on veut qu'eux arrivent. Esta conexión que los pueblos originarios tenemos en los lugares sagrados es vital para nosotros, así como la fuente de vida que es el agua y la tierra que nos da la comida. Cet endroit, ces territoires sont des sources de vie et d'énergie pour nous, comme l'eau, que c'est une ressource de vie. Para una real protección de los espacios sagrados y los bioculturales que tenemos los pueblos originarios, no solo deben recibir los fondos pequeños, más bien los pueblos originarios deberían ser parte de los fondos globales para que estos espacios sean conservados de la mejor manera. Tout ce territoire sacré, naturel, ne doit pas seulement recevoir les petits fonds. C'est plutôt les grandes parties, les fonds plus grandes qui devraient être consacrés pour préserver ce territoire. Las autoridades que estamos al frente representando a los pueblos originarios, en este Congreso hemos venido con una propuesta
de defender el 80% de la Amazonía hasta el año 2025, que es aquí que queremos el verdadero compromiso de todos los gobiernos, de los organismos legislativos, sociedad civil, de todos y todas es la responsabilidad porque somos parte de esta protección. C'est pour ça que dans ce congrès, on vient avec des propositions pour pouvoir préserver au moins les 80% de ces territoires. Et on voudrait que les législations et les autres entités publiques nous aident. Es aquí donde queremos el verdadero compromiso de los gobiernos, organizaciones internacionales y aliados para que los pueblos indígenas de la Amazonía, con el planeta y con la humanidad entera, para que haya ese compromiso sincero, para que este planeta no esté cada día como estamos nosotros los humanos destruyendo, más bien dejar estos espacios que los pueblos a través de sus propuestas, a través de sus sueños, que dejen guiarse. C'est pour ça qu'on cherche le compromis des entités gouvernementales, des entités internationales, de créer alliance pour pouvoir défendre cet territoire naturel et pouvoir laisser dans le futur ce territoire dans une meilleure situation. En estos espacios ya contamos con las empresas como las petroleras, mineras, madereras, hidroeléctricas que vienen irresponsablemente, no solo los lugares sagrados, sino a contaminar las fuentes de agua. Para nosotros es una preocupación que nosotros como organismos debemos seguir enfatizando para que haya un pare, un alto, para que nosotros ya no sigamos sufriendo ni tampoco en las calles, porque los pueblos indígenas somos los más afectados porque estamos en las calles. Nosotros somos los asesinados, los que están atrás de esas empresas. Ellos solo ven el dinero. Nuestros territorios, nuestros espacios de vida no deben ser mercantilizados. Maintenant, dans tous ces territoires naturels, il y a des entreprises d'exploitation de pétrole, de bois, la minerie. Et c'est qui souffre, c'est nous, les peuples indigènes, qui est derrière eux. Et c'est pour ça qu'on cherche de mettre un arrêt, un stop, pour pouvoir déjà défendre nous-mêmes des conséquences de cette exploitation. Parce que cette entreprise, ils cherchent que de l'argent, mais ils ne voient pas plus que ça. Il y a des peuples comme nous, qu'on souffre et des fois on est persécuté pour faire une réclamation ou une manifestation. En mi país, los pueblos del movimiento indígena estamos proponiendo que se creen leyes que protejan no solo los lugares sagrados, sino en su conjunto, que es la madre tierra, el ambiente, que es la responsabilidad. Pero los gobiernos no nos están tomando atención, no nos están dando esa seriedad, porque solo ven que ese recurso puede traer dinero para el desarrollo del país, habiendo otra forma de conservar, otra forma de lucrar y ver de otra manera. Por lo tanto, nosotros como pueblos indígenas estamos también trabajando en leyes como es la consulta previa, libre e informada con consentimiento, que también estamos creando en las normativas comunitarias dentro de la Comunidad Andina de Naciones. Moi, dans mon pays, on cherche de créer des lois qui cherchent à protéger cet endroit naturel, ces lieux naturels. Oui. ¿Puedo repetir? Bueno, creo que no me captó todo el mensaje. Decía que estamos trabajando también en las normativas comunitarias dentro del Parlamento andino con otras comunidades que están dentro de la comunidad andina. Et on travaille avec le Parlement andino et avec des autres communautés qui sont parties aussi de la communauté andine pour créer des autres lois pour pouvoir préserver cet endroit naturel.
específicamente en tema de consulta previa, libre e informado, porque los pueblos debemos ser consultados. No es que el Estado es dueño de todo, sino los pueblos que milenariamente estamos asentados en esos territorios, tenemos que tener información, pedir información y también ser consultados de que si la gente acepta o no, para que tenga consentimiento. L'État, ce n'est pas le propriétaire de tout. C'est nous, le peuple. C'est pour ça que quand l'État veut faire quelque chose, nous, le peuple, qu'on est là sur place, on doit être consulté d'abord et savoir qu'est-ce que les gouvernements pensent faire dans notre territoire. Esa es la realidad que estamos viviendo no solo en el Ecuador, sino en el resto de países, porque las luchas son similares. Nosotros somos los que siempre estamos alzando la voz para que nos escuchen, para que lleguen a tener esa conciencia, porque todo el mundo tenemos esa responsabilidad. Pongamos nuestro corazón pensando en nuestras futuras generaciones, que es el único legado que vamos a dejar, porque nosotros no somos eternos. Nuestros hijos y los hijos que vendrán son los que van a vivir esa consecuencia. Por lo tanto, este trabajo que estamos realizando, queremos llamar a la gran minga por la unidad, por salvar la madre tierra. C'est une réalité que ça n'arrive pas seulement en Équateur, c'est aussi dans des autres pays dans le monde. Et il y a beaucoup de peuples comme les miens qu'on est en train de lutter contre ce problème. Et ça, c'est l'héritage qu'on va laisser à nos enfants. Et aussi, ils vont subir les conséquences de notre action maintenant. Para que nuestras culturas, nuestros idiomas, nuestras lenguas y tradiciones sigan manteniéndose. Et pour que notre culture et notre langue peut aussi continuer dans le temps. Nuestros conocimientos, como es la educación propia, la salud propia con nuestra propia medicina, así como actualmente hemos enfrentado al COVID, que en las ciudades grandes ni la medicina occidental no hizo efecto, sino nuestras plantas ha sido muy importante para nosotros, que dentro de nuestros pueblos no ha habido mayor muerte porque conocemos varias plantas y esas plantas han sido salud para nosotros. C'est notre connaissance aussi par rapport à la santé, par rapport à nos médicaments à base de plantes. Et si je prends l'exemple du Covid, on n'a pas eu besoin d'utiliser trop les médicaments occidentaux et les grandes villes occidentales ont subi des grands problèmes par rapport à ça, pendant que notre peuple, avec la connaissance des plantes, d'herbes, de la nature, on n'a pas eu de grandes pertes. Para terminar, solo quiero decirles que todos alcemos la voz por la tierra, por la vida, por la agua, por todo lo que nosotros creemos que es vida para nosotros. Por lo tanto, hacerle un gran llamado a la unidad para que sigamos trabajando para salvar este espacio de vida que nosotros venimos a compartir con ustedes e invitarles a nuestros territorios para que vean cuál es el gran impacto que nosotros estamos viviendo cuando hay presencia de la gran destrucción de la ecología, de la biodiversidad. Y también pedir que estos espacios sean reconocidos como patrimonio cultural de la humanidad, porque dentro de esos espacios, aparte de los pueblos originarios, hay otros lugares que sí necesitan ser protegidos. Muchas gracias. Pour finir, je vous invite à défendre la terre, l'air et l'eau et toutes les ressources naturelles du monde, de notre planète. Aussi, je vous invite à voir sur place notre territoire naturel et voir vraiment pour vous-même comment est-ce qu'il subit l'impact de toutes les extractions, de toute l'exploitation de cette entreprise. Bon, de toute façon, c'est important de la préservation de la nature et pouvoir défendre les droits de la nature. Merci. Thank you very much, Miriam. And now we are going to hear from our brother Apollinaire Ursolio,
who is a member of the Alliance Guardians of Mother Nature, and who is from GRAF, la organisation GRAF Benin. Maintenant, nous allons écouter Apollinaire Souliot en vidéo, qui est président de l'ONG GRAF Bénin. Merci. Je voudrais d'abord pour cette opportunité que vous donnez aux peuples autochtones et aussi ceux qui se sont retrouvés à Brasilia pour l'Alliance des gardiens de la Nation, pour que nous puissions repenser la terre, repenser ce qui nous entoure pour la pérennité de l'espèce humaine. Je suis Apollinaire Souliot, du peuple autochtone Tolimo, président de l'ONG Groupe de recherche et d'action pour le bien-être, en abrégé GRAF. Et fondamentalement, aujourd'hui, nous avons deux projets phares que nous menons depuis 2006. On dirait même un programme. En local, c'est Joao, mais il y a une partie qu'on appelle Grain Futur, l'autre partie, c'est Arbre. Grain Futur, c'est pour permettre à la génération, parce qu'on a fait miroiter à la génération montante, aux jeunes, que la destruction de l'environnement fait partie de la vie, et c'est ça qu'on appelle le développement. Et nous avons connu beaucoup de forêts qui ont disparu en son temps, et ça s'est achevé par des grands arbres qui sont partis, même si on a sauvé quelques-uns aujourd'hui. Les grands arbres qui sont passés par la mauvaise perception de l'idéologie marxiste-léniniste, où tout ce qui est forêt était, on disait que ça hébergeait le diable pour raser. Toutes les personnes qui étaient âgées, qui avaient des cheveux blancs ou blés, étaient considérées comme des sorciers, ce qui était erroné parce que c'était des gens qui ont eu des connaissances séculaires liées à la médecine, à l'agriculture, à la pêche, à l'élevage. Ils faisaient déjà de l'agroécologie il y a longtemps parce qu'ils vivaient en harmonie avec la nature. D'où notre combat à sauver le reste des forêts sacrées. Au Bénin, il y a plus de 3000 forêts sacrées, mais au jour le jour, ça disparaît. Dans ma commune, à Grand-Cour, là où je suis, nous avons au départ 59 forêts sacrées. Aujourd'hui, on en est à 45. Et mon combat, c'est de redonner ces forêts à la communauté, de restaurer ces forêts. Et c'est aussi le combat de l'Alliance où nous travaillons ensemble parce qu'une forêt qui est protégée sur un continent ne profite pas seulement au continent, ça profite au monde entier. Et dans ces forêts, qu'est-ce que nous faisons? C'est que les espèces qui ont disparu, c'est d'aller les chercher dans d'autres forêts et les redonner dans cette forêt. Les espèces animales ou les espèces végétales, c'est de les retourner. Et si possible, nous faisons de lobbying et de plaidoyer pour augmenter la superficie de ces forêts pour retrouver la superficie originale. Parce que le danger qui nous guette, quand une forêt sacrée disparaît, c'est toute une communauté qui doit disparaître parce que les communautés sont parties d'abord de la forêt. Au commencement, ce n'était pas des maisons à étages, ce n'était pas des buildings, parce qu'aujourd'hui, les hommes se sont mis en prison. Nous construisons une maison, d'abord, on a les portes de chambre à coucher, on a les portes de salon, on a une clôture avec portail, il y a d'autres qui sont même surveillés par les vidéos et tout ça. Et on est en esclavage, on est pratiquement en prison. Mais les parents, nos parents, vivaient dans des milieux ouverts. Des milieux ouverts avec peu de construction. C'est des huttes, c'est des trucs, ils étaient en harmonie avec la nature. Mais à un niveau, on s'est déconnecté de la nature. Voilà les conséquences. On parle du changement climatique, voilà. Avec Covid, je n'ai pas pu voyager. Tout ça là, c'est parce qu'il y a eu le lien entre la nature et l'homme qu'on a vu. Alors que dans les forêts, la connaissance ancestrale des peuples autochtones enseigne que la tolérance, l'amour et l'accompagnement se trouvent d'abord chez les êtres que nous passons infinis, des êtres petits. Vous allez voir dans une forêt, les mammifères cohabitent avec l'insecte et les oiseaux profitent de l'arbre. L'arbre en retour donne des fruits. Les oiseaux avec leur hôte, ça régénère la terre et les vers de terre travaillent en dessous. Les mille-pattes sont des composteurs et tout le monde, chacun fait son travail et on vit en harmonie.
Si nous prenons la totalité de ce que nous faisons sur cette terre, et nous prenons la totalité de ce que représente chaque espèce animale ou végétale, les animaux et les plantes sont largement supérieurs à l'espèce humaine. Mais aujourd'hui, ces forêts sont en train d'être détruites sur nos continents, et spécialement dans mon pays, là où je suis. On s'est battu et le gouvernement a pris une loi, un arrêté interministériel d'intégration des forêts dans les aires protégées. Et nous travaillons avec les communautés pour qu'on reconnaisse à ces communautés le droit sur leur forêt. Parce que dans la forêt, il y a 4 fonctions que les communautés autochtones ont. La première des choses, c'est un lieu de prière, de rencontre avec les ancêtres. Quand il ne pleut pas, il faut aller au niveau de ces forêts, il faut faire des vibrations, il faut faire des rituels, et vous avez la pluie pour l'agriculture. La forêt, c'est aussi le lieu d'apprentissage, de savoir culturel et de comment converser avec les anciens. Tout le programme Graines Futures où nous amenons maintenant les jeunes vers ces forêts qu'on leur a miratées faisaient peur parce que celui qui tout le temps, parce qu'ils ont peint ce qu'on appelle la religion traditionnelle vaudou comme c'est diabolique, alors que c'est faux. C'est une religion d'amour par excellence parce que c'est basé sur les 4 éléments de la vie, l'eau, l'air, le feu et la terre. Et chaque élément de la vie est déifié pour rendre grâce, pour dire ça fait partie de nous, parce que l'homme de vous avez l'air en vous, ça passe par les narines, vous avez le feu en vous, c'est les yeux, ou bien tout ce qui sort de votre bouche comme l'urine est toujours chauffé, il y a le feu à l'intérieur. Vous allez voir votre corps, c'est la terre. La terre, quel qu'en soit ce que vous allez utiliser, votre peau, c'est constitué de la terre, et finalement l'eau, tout votre corps est au moins à 2 tiers d'eau. Ça veut dire que ces 4 éléments sont compris par nos ancêtres et ils ont déifié chaque fois pour dire ça fait partie de nous. C'est là aussi l'origine de Vaudou. Et ces Vaudou-là se retrouvent dans les forêts sacrées. Soit dans une rivière, soit au niveau d'une forêt, on sacralise pour que les gens puissent respecter. Et nous avons des totems et nous avons des interdits. Moi qui suis ici, je ne peux jamais couper un baobab ou couper un fagara xanthos irides. Dans ma famille, c'est interdit. Il y a des familles qui ne peuvent jamais tuer un escargot et dans ma famille, je ne peux jamais tuer un python. C'est interdit parce qu'on sait, on dit, ça fait partie de nos ancêtres. Mais pour conserver tout ça là, c'est les forêts sacrées qui hébergent ces animaux et ces plantes. L'autre fonction des forêts sacrées, c'est la médecine traditionnelle. Nous avons encore 70% qui sont tournés vers la médecine traditionnelle pour se soigner. Même passant ce temps de Covid, moi c'est les tisanes, c'est à part ce qu'on a dit, c'est les tisanes pour se remettre. Les peuples qui sont dans les villages ont plus de résistance que nous qui circulons entre la ville et le village. Donc la médecine traditionnelle, c'est des plantes qui sont conservées, mais quand une forêt disparaît, c'est toute la connaissance de la médecine traditionnelle qui disparaît. Et au commencement, nous, on n'avait pas des murs, des clôtures en dur. Les clôtures sont faites de ce qu'on appelle les palissades. Quand Guy était là-bas, que je remercie, était au Bénin, il l'a vu, parce que les gens vivent en milieu ouvert. Et les palissades, c'est les plantes médicinales qui permettent de faire la clôture. Effectivement, nous avons encore une vision de ce que nous pensons. Parce qu'au niveau même des forêts sacrées, il y a ce qu'on appelle les produits végétaux non ligneux. Nous avons encore des petits fruits dans les forêts qui ne sont pas connus des scientifiques. Nous avons beaucoup de fruits, des fruits que les animaux mangent, mais qui servent aussi à des humains. Moi, j'en connais des chasseurs, ils ne vont pas dans la chasse avec de bonbons. La nature leur offre un type de bonbon. Quand vous prenez le fruit le matin, toute la journée, vous avez de l'énergie pour tuer. Tout ça là, c'est les merveilles de la nature. On les retrouve dans les forêts sacrées. D'où notre combat aujourd'hui à travers le programme Arbre et Graines Futures à redonner vie à ces forêts et à travailler pour que la génération à venir, parce que nous aujourd'hui, les hommes sont omnibulés par l'attitude anthropocentrique. Tout
tout à nous, rien à la nature. Alors que c'est une erreur. La nature peut vivre sans les hommes, mais nous ne pouvons pas vivre sans la nature. La nature existait avant nous et ça va exister après nous. Mais qu'est-ce que nous préparons pour la génération à venir? On peut construire beaucoup de routes, on peut construire des beaux hôpitaux, je suis d'accord, on peut construire des écoles, mais si nous ne construisons pas la vie qui est sacrée, en conservant les forêts, les espèces animales et végétales, on aurait fait mal à la génération qui viendra après nous. Parce qu'ils n'auront pas le temps de rattraper les erreurs que nous sommes en train de faire là maintenant. Aujourd'hui, c'est les changements climatiques. Maintenant, c'est ajouter l'histoire de Covid. Qu'est-ce qui se prépare après? En tout cas, aucune prière, aucune supplication à un Dieu ne peut changer ce qui se passe aujourd'hui si les hommes le prennent. C'est pour cela, au niveau de l'Alliance, nous appelons tout le monde à se joindre à nous pour ce combat, pour que déjà nous commençons par les projets comme la sanctuarisation des forêts. Et aujourd'hui, au Bénin, mon problème, c'est comment redonner vie à ces forêts qui sont en train de disparaître, replanter les espèces végétales qu'on retrouve ailleurs, mais qui ont disparu dans d'autres régions, les ramener pour permettre, parce que reconstituer l'écosystème, sacraliser, parce que la vie est sacrée, comme la forêt est sacrée, parce que la forêt est vie. Et l'oxygène que nous respirons aujourd'hui, si chacun de nous devait payer son oxygène, combien on va payer? Le soleil qui vient à nous aujourd'hui avec un peu de chaleur, si on devait payer cette électricité, combien on va payer? Aujourd'hui, on paye l'eau, mais est-ce qu'on paye l'eau à juste titre? Dans nos villages, nous ne payons pas l'eau. Parce que c'est des denrées de chez nous. C'est ce que nous avons venu voir. Et nous n'utilisons pas l'eau, nous l'usons. C'est un cycle, c'est là. Si c'est pollué, ça reviendra à nous polluer. Si l'air est pollué, ça reviendra à nous polluer. Et ce n'est pas le combat d'un seul territoire. C'est un combat qui doit être plein d'intérêt. Que vous soyez en Afrique, en Europe, en Asie ou en Amérique, c'est même cause, même effet, même lutte et même combat pour que nous puissions préserver, parce qu'on a combien de temps à faire sur la terre en créant de l'enfer à la génération qui vient. Pour avoir 60 ans, c'est 21 900 jours. Et ça passe vite. Et à partir de 60 ans, c'est maintenant, tu commences pas à t'adapter progressivement parce qu'on ne sait pas quand la faire. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait? C'est de planter, d'accompagner au moins les peuples autochtones à planter, à restaurer, surtout les zones humides, les forêts sacrées, tout ce qui est sacralisé, pour qu'au moins, au niveau échelle, ce qui se passe au Bénin, parce qu'on est parti en Amazonie, on a vu aussi les dégradations, les dégâts qu'on cause en Amazonie. C'est comment soutenir ces peuples. Et au niveau de l'Alliance des gardiens de la mère nature, nous avons compris que c'est dans la solidarité et dans l'amour que nous puissions aller au-delà de nos discours et passer aux pratiques sur le terrain, conserver ce qui est là. Au-delà de nos différences de couleurs, de races et d'ethnie, nous devons savoir que nous avons quelque chose en commun, c'est la vie. Le sang qui coule dans mes veines sont des sangs rouges. Et n'importe qui parmi nous aujourd'hui a aussi du sang rouge. Ça veut dire que nous avons un dénominateur commun, c'est le sang rouge. Nous avons aussi un dénominateur commun, c'est la terre qui nous accueille. L'oxygène qui va dans chacun de nous n'a jamais sélectionné les narines. Ça veut dire que nous avons un combat ensemble. À léguer à la génération qui vient les connaissances que nous avons reçues. Parce que nous l'avons aujourd'hui. D'autres l'ont avant nous, et qu'est-ce que nous allons laisser à cette génération? Mesdames et messieurs, je pense que voilà la lutte que nous faisons au niveau de l'Alliance, voilà le travail que je fais avec les peuples autochtones, et aujourd'hui j'ai créé dans les écoles ce qu'on appelle les clubs nature-culture. Nature-culture, pourquoi? Permettre aux jeunes d'apprendre de leur culture, tout en restant ouverts à d'autres cultures, pour ne pas être violents. Nature, parce que les enfants doivent connaître leur environnement et ce qui a existé avant eux et ce qui a existé en leur temps, et pour pouvoir prendre des décisions, parce que l'adulte d'aujourd'hui était l'enfant d'hier et l'enfant d'aujourd'hui sera l'adulte de demain. Mais s'il ne connaissait pas, mais comment il peut prendre une bonne décision? C'est la création des clubs nature que nous avons au niveau des communes, du département de Bénin et au Bénin,
où périodiquement on les extrait de leur portable et de tout pour aller rester dans la forêt, connaître la forêt, la gestion de l'eau, les problèmes de plantes médicinales, l'agriculture biologique, parce qu'aujourd'hui, voilà, beaucoup de faits où les gens ont vanté les merveilles de l'engrais chimique pour détruire la terre des paysans, tuer les bourbiers, tuer tout ce qui devait apporter de plus à la nature. C'est bien dommage, mais aujourd'hui, on est en train de restaurer tout ça là, et c'est notre combat. Et nous demandons l'accompagnement de tous ceux qui peuvent apporter quelque chose pour que nous puissions continuer. Et au niveau de l'Alliance, c'est la main tendue pour que nous soyons ensemble dans cette lutte et continuer. Le monde va avec une vitesse. Et tout ce qui est vitesse est violent. Tout ce qui est vitesse, la vitesse est violente. Et quand on va avec plus de précipitation, prenez par exemple le temps pour construire une grande maison. Mais là, le temps pour détruire en un jour, vous allez détruire tout ça là. C'est cette vitesse que nous, les humains, nous sommes en train de répéter. Donc, je vous dis, ensemble, la même cause, la même lutte, et travaillons pour la pérennité de la vie. Je vous remercie. Merci beaucoup, Frère Apollinaire Solo Lyon. Now we are going to hear from Emily Gallard, who is General Coordinator of the Church pour la Paix. Bienvenue. Merci Mindaï. Bonjour à toutes et à tous. Merci infiniment Gert pour ton invitation. Merci à l'École centrale de Marseille de nous accueillir et merci à tous les intervenants d'aujourd'hui. Hier, nous avons déjà eu l'occasion de nous rencontrer et d'avoir un temps très fort au pavillon de Hawaï. Je me présente. Je suis Émilie Gaillard, je suis maître de conférence en droit privé à Sciences Po Rennes et je dirige au campus de Caen un master Génération Future et Transition Juridique où je forme les étudiants de Sciences Po à la fois au droit des générations futures, au droit des peuples autochtones et de la nature dont nous allons parler à présent. Je voudrais que vous fassiez un effort de visualisation. Visualisez la Terre depuis l'espace. La première fois qu'on a eu ce cliché de la planète, c'était en 1972. Et depuis 1972, spontanément à l'échelle globale, est apparue une conscience environnementale à l'échelle planétaire qui a donné lieu tous les 10 ans à des cycles des grands sommets de la planète Terre, à l'issue desquels de grands textes, d'abord raillés par certains juristes parce que c'était des simples déclarations, du soft law, du non-droit, pas vraiment du droit. Mais en fait, cette faiblesse initiale est devenue sa plus grande force, car aujourd'hui, beaucoup de constitutions à travers la planète reconnaissent le droit à un environnement sain, voire le droit des générations futures ou encore les droits de la nature. Et c'est l'objet de ma présentation. Je voudrais partager avec vous 2 grands mouvements en droit qui tous les deux, aujourd'hui, ont atteint un stade de développement tel que, comme le disait tout à l'heure Myriam, on peut arriver à une nouvelle alliance des droits. L'alliance des droits des générations futures et celle des droits de la nature. Alors, plus rapidement, qu'est-ce que les droits des générations futures? Je vais aller rapidement. Il y a 2 grands pôles. Le droit des générations futures, c'est protéger à la fois l'intégrité des écosystèmes et de l'environnement, mais surtout protéger aussi l'intégrité de l'espèce humaine contre, par exemple, des modifications génétiques, l'eugénisme, le clonage humain, ou encore peut-être un jour l'intégration d'artefacts technologiques dans l'être humain. Dans le droit des générations futures, à partir de 1972, ont été disséminées des liaisons conceptuelles inédites. 72, c'est la déclaration de Stockholm. Pour la première fois, on dit que l'homme a droit à un environnement sain. Rien que cette rencontre inédite du concept des droits de l'homme avec l'environnement, ça a initié un immense processus de transformation et de métamorphose des droits humains. Les droits humains, jusqu'alors, c'était les droits pour les êtres humains actuels, actuellement vivants, contre une autre personne actuellement vivante. C'était pas du tout en lien de l'environnement. C'était la liberté d'aller et venir, le droit à la santé, le droit à la sécurité sociale. Et puis, aujourd'hui, je fais un bond dans le temps, au gré des évolutions et au gré des dangers existentiels, eh bien, tous ces droits ont connu des évolutions. Je vous donne des exemples concrets. Le droit à un environnement sain, c'est devenu un droit que l'on peut invoquer devant les juridictions suprêmes. Et puis, il y a certaines juridictions qui sont devenues audacieuses. La première, c'est la Cour suprême des Philippines qui, en 1993, a reconnu
dans l'affaire Oposa versus Factoran, les droits des générations futures de connaître les forêts philippines. Très simplement, donc c'est le leader de la chaire Normandie pour la paix, Tony Oposa avait fait le calcul mathématique suivant. En 10 ans, avec les permis d'exploitation forestière qui étaient délivrés par le gouvernement philippin, il n'y aurait plus de forêt en 10 ans. Et il s'est dit, est-ce que c'est le monde que l'on veut pour les générations futures ? Cette décision est restée longtemps la seule. C'est toujours le cas avec les changements de paradigme, que ce soit les paradigmes scientifiques. Vous avez une anomalie scientifique. Mais cette anomalie scientifique est devenue aujourd'hui la matrice de toute cette lame de fond qui s'accélère depuis particulièrement les années 2015 avec les actions en justice climatique. Vous avez tous entendu parler de ces actions en justice climatique, y compris au nom des générations futures, parce qu'elles se synchronisent avec la temporalité des menaces climatiques. Ça, c'est un premier pôle. Une première pôle de métamorphose des droits fondamentaux pour lesquels je me suis plus particulièrement spécialisée, qui s'adresse plus particulièrement aux Occidentaux. Je vous donne des exemples concrets maintenant. Comment on peut imaginer au transgénérationnel les droits fondamentaux ? Prenons la liberté de penser, ou plutôt la liberté d'aller et venir. La liberté d'aller et venir, c'était d'évidence pouvoir aller sur un territoire donné. Pour les générations futures, cela signifie la liberté d'aller et venir sur un territoire non contaminé qui ne nous mette pas en danger nous-mêmes dans notre condition d'homme. C'est une rupture anthropologique dans la condition de l'homme. Pour ce qui est, donc je vais passer au droit de la nature, toujours 1972, le point de départ. L'impulsion à une nouvelle manière complètement nouvelle qui, elle, puise non pas dans les savoirs occidentaux, qui sont quand même marqués par une approche, on peut le dire, au XXe siècle d'une anthropologie raciste, mais cette fois-ci dans les savoirs ancestraux. Petit à petit, depuis les années 72, et ça s'est accéléré particulièrement à partir des années 2010, d'abord des articles de presse, puis des organisations non gouvernementales, puis des textes, des constitutions, et maintenant de la jurisprudence, se sont développés autour des droits de la nature. Alors, il y a plusieurs dates clés. La première date clé, c'est 2008, la Constitution de l'Équateur, qui reconnaît la Pachamama au sein de sa Constitution. Va suivre ensuite, en 2010, en Bolivie, une conférence internationale historique, à l'issue de laquelle va être adoptée la Déclaration universelle des droits de la nature. Aujourd'hui, 37 États ont adopté les droits de la nature. Depuis 2014, il y a une expérimentation qui, moi, m'a beaucoup marquée, et je voudrais terminer aussi là-dessus. Depuis 2014, en marge des COP climat, c'est-à-dire des réunions internationales sur la Convention 4 des Nations Unies sur le réchauffement climatique, se tiennent des tribunaux des peuples. Et les tribunaux des droits de la nature sont un lieu où les peuples autochtones vont pouvoir libérer la parole et dire comment ils perçoivent les violences faites à la nature, comme ça a été merveilleusement bien présenté par nos différents intervenants. Alors, les droits de la nature, c'est le droit à la forêt d'avoir sa propre intégrité, c'est le droit de voir ses écosystèmes se régénérer, c'est des droits qui sont calqués sur des cycles organiques de la Terre et non sur des cycles d'échelle humaine. Alors, c'est développer l'idée de droit à l'existence, le droit de se régénérer, et ça s'applique aujourd'hui dans ce qu'on appelle Earth Jurisprudence, tant à la protection des fleuves, donc la première grande étape, ça a été la reconnaissance du fleuve Wangani en Nouvelle-Zélande du statut de sujet de droit, mais on l'a reconnu à des glaciers, on l'a reconnu à des montagnes. Et en fait, lorsqu'on adopte et qu'on le descende complètement de l'approche occidentale du droit, on voit apparaître une nouvelle manière de voir notre être au monde. Et en fait, ça se rassemble et ça se réunit aussi dans une nouvelle alliance avec les droits des générations futures. Tout ça forme système. Et l'un des principes juridiques qui permet de donner de la cohérence à l'ensemble, c'est le principe de précaution. Pour les générations futures, l'idée du principe de précaution, c'est d'anticiper aujourd'hui une menace grave et irréversible qui va être durable sur les générations futures. Et au niveau des droits de la nature, l'équivalence, c'est le principe in dubio pro natura. C'est-à-dire, si vous avez le doute, monsieur le juge, eh bien faites prévaloir l'intérêt de la nature.
Donc tout cela, aujourd'hui à l'UICN, il y a un congrès majeur. Demain, c'est la journée des océans. Les droits de la nature s'appliquent aussi aux océans, donc c'est le cas en France, en Nouvelle-Calédonie. Il y aura une discussion d'une motion sur la renonciation de la doctrine de la Discovery, qui consiste à arrêter de croire que nous avons découvert les terres des peuples autochtones. Et là va se jouer vraiment un combat majeur pour les peuples autochtones qui ont pour la première fois à l'occasion de ce congrès droit à la parole. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Emily. And just reminding us that in the Declaration of the Alliance Guardians of Mother Earth, Mother Nature, we have a statement. We urge governments to protect sacred sites around the world. So in the declaration there is a statement, a special statement to protect sacred sites. It's a demand of original nations worldwide. Allô. Donc, il y a une déclaration qui a été faite par les peuples autochtones qui... Il a fait la déclaration del gardien de la mer Terre. Okay, so next we are going to welcome Sébastien Maville, avocat au barreau de Paris, who is also vice president of the Frances Committee of the IUCN. Please. Bien. Bonjour à tous, merci à Planète Amazon pour d'avoir organisé cet événement alternatif, parce qu'on a besoin aussi à l'UICN de diversité dans ce monde de conservation et d'entendre aussi des voix dissidentes, et peut-être que le congrès officiel n'a pas fait une place suffisante aux gardiens de la nature que sont les représentants des peuples autochtones. Alors, le débat aujourd'hui qui nous a mis dans cette table ronde, c'est comment protéger les sites sacrés. Alors, pour le juriste français que je suis, quand on pense à un site sacré, on pense surtout à un patrimoine architectural, à une église, à une mosquée, à une synagogue, éventuellement à une colline religieuse, en tout cas paysagée, et qui relève plutôt de ce qu'on inclut dans la culture, et donc qui ne relève pas du droit de l'environnement et du droit de la protection de la nature. Parce que nous sommes, dans notre pensée occidentale, traduit dans notre droit, constamment dans cette séparation entre culture et nature. Et quand on découvre les sites sacrés des peuples autochtones en Amérique du Sud, dans le Pacifique, en Afrique, ce sont des endroits qui sont intimement liés avec la biodiversité et avec l'environnement naturel. Et cette distinction entre nature et culture, qui marque toute notre pensée, finalement n'a plus aucun sens quand on se retrouve confronté à ces cultures autochtones ou indigènes. Alors comment les protéger à travers notre droit? Alors il existe des outils, je précise que l'UICN a publié des lignes directrices pour la protection des sites sacrés, dans lesquelles elle recommande à ce que soit conféré le rôle de gardien de ces sites sacrés aux peuples pour qui ce site a un caractère sacré par rapport à d'autres, mais ce n'est pas toujours suffisant. Alors je vais relater quelques expériences de terrain. Émilie Gaillard nous a fait un peu une vision très historique et globalisante sur à la fois le droit des générations futures, droit de la nature. Je voulais plus vous partager quelques expériences très concrètes.
Alors, site sacré, j'ai pensé, parce que je travaille aussi beaucoup sur la protection des écosystèmes marins. On a dit demain, c'est la journée des océans. Et on travaille notamment avec la Polynésie française, qui est un pays au sein de la République française, avec aussi ses traditions et ses règles coutumières. Alors, dans le Pacifique, en matière, il y a des sites sacrés qu'on appelle les zones tabous. Et ces zones tabous sont des zones où le pêcheur de ces îles, de ces Pacifiques, ne va pas pêcher, où on ne va pas parce que un ancêtre est décédé à cet endroit-là il y a une génération, 2 générations, 3 générations. Et ces zones sont des zones qui sont identifiées non pas dans des règlements écrits, comme on peut le connaître dans notre droit, mais à travers une coutume orale qui se transmet oralement de génération en génération. Alors c'était efficace. C'est efficace jusqu'à ce que des bateaux venus d'ailleurs viennent pêcher à cet endroit-là. Et dans ce cas-là, comment faire reconnaître le caractère sacré de cette zone qui n'est pas forcément reconnu dans notre droit, puisque notre droit ne reconnaît pas des sites sacrés au titre du droit de l'environnement et de la protection du patrimoine naturel, mais uniquement du patrimoine culturel. Et donc on a imaginé, on travaille sur ce sujet-là avec le gouvernement de la Polynésie française actuellement, c'est de conférer un droit exclusif à ces communautés. C'est-à-dire, on parle ici d'espace maritime, c'est-à-dire de dire que cette zone est interdite à la pêche, à tous, sauf à ceux qui adhèrent à une charte. Et cette charte va déterminer les règles qui sont applicables, et on réserve l'adhésion à cette charte aux seuls membres de la communauté locale. Ce qui permet d'avoir un droit d'exclusion et surtout un droit de gestion et de reconnaissance finalement à travers les règles de cette communauté, à travers des règles qui peuvent être non écrites, de reconnaissance du caractère sacré de certaines zones, tout en bénéficiant de la force du règlement et de l'interdiction à travers une loi écrite qui serait une loi de la Polynésie française. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple, c'est aussi contribuer à protéger l'intégralité des territoires sur lesquels vivent les peuples autochtones, qui inclut forcément des sites sacrés. Et c'est ce qu'on fait actuellement avec les représentants des organisations des peuples autochtones de l'Amazonie brésilienne, la COIAB, de l'Amazonie colombienne, l'OPIAC, où nous attaquons en France une grande entreprise que vous connaissez probablement tous, le groupe Casino, ses supermarchés, Monoprix, Franprix, Naturalia, etc. Parce que Casino est aussi présent en Colombie et au Brésil. Et en Colombie et au Brésil, Casino s'approvisionne à travers une chaîne d'approvisionnement complexe, mais s'approvisionne chez ces fermiers qui mettent le feu à l'Amazonie, qui procèdent à l'invasion des territoires autochtones et, par voie de conséquence, à la destruction de ces sites sacrés. Alors évidemment, les dirigeants de Casino à Saint-Étienne, où est leur siège, ne le savent pas. Ils n'ont pas même conscience qu'ils participent à la destruction de ces sites sacrés, puisqu'ils ne les connaissent même pas, mais ils contribuent à leur destruction sans même apprendre à les connaître, ce qui est peut-être encore une faute d'autant plus grave. Donc ça pour dire aussi qu'au-delà des droits de la nature, qui sont quelque chose d'essentiel, les peuples autochtones peuvent d'ores et déjà aussi porter leurs revendications devant les juridictions étrangères, et c'est ce que nous faisons en France, pour pouvoir faire valoir leurs droits et défendre l'intégrité de leur territoire et de l'ensemble de leurs composantes. Voilà, donc c'était quelques exemples qui montrent comment on peut, aussi à travers notre droit, qui ne comprend mal ce caractère de site sacré totalement lié avec le patrimoine naturel et la biodiversité, mais comment, par des détours, on peut aussi y contribuer. Évidemment, il faudra avancer sur la question des droits de la nature, puisque c'est aussi une revendication qui permettra, dans une vision globalisante, de casser cette barrière entre nature et culture. Merci.
Thank you for your words and your presence. Merci pour vos mots et votre présence. And also for this struggle that we need to carry out together. Et aussi, Because this work is so difficult that we cannot do it alone as original nations. We need allies like you. et merci pour le combat que vous menez parce que c'est difficile de le faire tout seul. Nous avons besoin d'alliances. Les peuples indigènes ont besoin d'alliances. So now we are going to stand up a little bit. On va se Please. mettre debout And we are going to receive our distinguished brothers, Bartolo Shigua, Yunkar Pies, et on va recevoir sur scène nos frères Bartolo Shigua, Bartolo Ushigwa and Uyunkar Peas. ou Yunkar Peas. Please come to the front. Vénganse para acá, hermanos. Gracias. It's a great pleasure to have you, our brothers from the Amazon jungle, from the Zapara peoples. And we'd like to hear from you. They are going to speak to us, and you can have a seat. They are going to give all the remarks. 3 minutitos cada quien, hermano. Está bien, 3 minutitos cada quien. está bien. Maquete. Buenas tardes, hermanos, hermanas, familia en general. Bon après-midi à tous, frères et sœurs. Yo me llamo Domingo Pues, soy achuar del Ecuador, de la Amazonía ecuatoriana. Je m'appelle Domingo Peas, je suis Achuar de l'Amazonie d'Équateur. Soy coordinador de un programa Iniciativa de Cuencas Sagradas Territorios para la Vida de la Confeñé. Et je suis coordinateur de l'initiative Cuencas Sagradas. C'est l'initiative des bassins sacrés d'Amazonie. Primeramente quiero agradecer a la princesa y también a la Miriam por esta oportunidad y a todos los que han organizado este evento tan importante. Je vais d'abord dire merci à la princesse Esmeralda et à Myriam pour cette invitation et à tous les participants. El problema del problema espiritual o sobre el cambio climático o problema en general de la Amazonía ha enfocado muy claro Miriam Cisneros. Et Myriam Cisneros a très bien commenté le problème spirituel en Amazonie. Lo que yo quiero enmarcar es que tenemos que comenzar a trabajar con la juventud, con las mujeres, sobre el cambio del pensamiento humano. Il faut qu'on commence à penser avec les enfants, les futures générations et les femmes, et tous ensemble au changement de système de pensée humain. Este cambio significa el pensamiento humano es ambicioso, es muy prepotente, tenemos mucho ego. Et la pensée humaine est très prétentieuse, on a un ego très élevé. Esto toca parar. Et il faut arrêter ça. Por eso los indígenas de Perú, Ecuador, hemos definido este programa entre 30 nacionalidades de Perú, Ecuador, cuidar permanentemente esta Amazonía viviente para el resto de la humanidad. C'est pourquoi, entre les peuples d'Amazonie, d'Équateur, du Pérou, nous avons un programme pour conserver l'Amazonie pour les futures générations et le reste de l'humanité. Este cuidado permanente significa cuidar 35 millones de hectáreas entre Perú y Ecuador, claro, apoyando la propuesta de COICA de 85. Eso es tan importante. Et cette proposition, c'est pour protéger 35 millions de forêts amazoniennes en alliance avec la COICA et sa proposition de 80% de protection pour 2025. Yo quiero invitar
al mundo entero que tenemos que unificar entre la juventud, los empresarios, los científicos, los profesores, los indígenas, para cuidado permanente de lo que estamos hablando de esta naturaleza. Et nous devons nous unir entre la jeunesse, la société civile, les entreprises et les peuples indigènes pour prendre soin de cette nature. Gracias por esta oportunidad y el mundo espiritual. Para nosotros importante, nosotros tenemos interrelación naturaleza y el ser humano. Muchas gracias. Et merci. Pour nous, dans le monde spirituel et humain, la nature et l'homme ne sont pas séparés. Kuikicha Zapara Nianuka. Yo soy Zapara, mi nombre es Manari Ushiwa. Agradezco a la parlamentaria andina, a la Miriam Cisnero, por darnos este espacio y también a la princesa Esmeraldas. Je suis Manari Ushiwa de la nation Zapara d'Équateur et je remercie Miriam Cisneros et la princesse Esmeralda pour l'invitation. Para mí es súper interesante leer reconocer el carácter sagrado de la naturaleza y de los lugares bioculturales. Pour moi, c'est très important de reconnaître l'axe d'aujourd'hui, de reconnaître le caractère sacré de la nature et des sites sacrés. Para nosotros, el punto de vista de Cuenca Sagrada, la vida es sagrado, porque nuestro cuerpo está formado con una parte que no es visible de la vida. Eso se llama, nosotros decimos tsawano, se llama espíritu. Pour nous, la vie est sacrée depuis notre vision des bassins sacrés, parce que notre corps est formé par une énergie sacrée appelée, comment se llama la énergie? Par un esprit sacré. Tsawano. Tsawano. Si hablamos de los lugares sagrados, si nosotros somos espíritus, en el lugar donde que nosotros queremos estar, podemos declarar un lugar sagrado, porque ese lugar nos va a aportar una sabiduría y un conocimiento para bienestar de un grupo de personas o globalmente. Donc quand on habite un site sacré, cet endroit nous donne un caractère spécial, un bien-être spécial pour nous et pour les autres personnes. Entonces, el humano, lo que ha pasado es que hemos valorado mucho de esta realidad, pero la parte invisible no. Entonces ahí estamos fallando muchísimo. Para reconocer la parte invisible de la vida, el camino es aprender a soñar. Si soñamos, vamos a reconocer la parte sagrada de la vida. Et l'humain, en fait, ne reconnaît pas le monde invisible. Et il est important de reconnaître ce monde invisible pour pouvoir aussi rêver. Et c'est comme ça que l'humain arrive à avancer aussi. Muchas gracias, hermano. So thank you so much, brothers from the Amazonian Emerald Forest, Sacred Forest. And now we are going to pass the microphone to Pauline Thirot and Maud Kinsin from Chendukwa to listen your remarks and also your feelings about this gathering, this important topic. Merci. Et donc, bonjour, moi je suis Pauline Thiriot d'une association qui s'appelle Chendukwa, ici et ailleurs, qui travaille avec des peuples autochtones de la Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombie, sur la restitution de terres ancestrales et de manière à ce que les peuples autochtones puissent donc récupérer leurs terres et leurs sites sacrés aussi.
Et une autre action qu'on a, dont je voulais vous parler rapidement, c'était des programmes d'échange entre les sociétés racines et les sociétés modernes, et notamment d'échanges entre des scientifiques et des chamans traditionnels Kogi. Donc pour ces programmes-là, on a organisé un diagnostic de santé territoriale croisé dans la Drôme en 2018, où on a réuni des chamans Kogi et une vingtaine de scientifiques issus des sociétés modernes de différentes spécialités. Et il en est ressorti plein de choses en fait. Déjà que les Kogi avaient un regard extérieur qui nous permettait de réfléchir sur des questions de bon sens, sur par exemple pourquoi on détruit la nature alors qu'on sait très bien que c'est pas une bonne idée. On a aussi vu que les Kogi et les scientifiques, le diagnostic correspondait sur plein de sujets, mais ce qu'on ne sait pas nous dans les sociétés modernes, c'est comprendre comment eux qui ne vont pas à l'université, qui ont des manières traditionnelles de se former, arrivent à ces mêmes conclusions. Et puis ça a aussi ouvert à d'autres approches finalement sur justement le rôle des lieux, les interconnexions entre les lieux, parce qu'il y a des lieux qui sont importants partout, dans la Drôme et dans la Sierra Nevada de Santa Marta, et c'est peut-être ce qui correspondait à nos lieux sacrés avant à d'autres époques. Donc voilà, on a vu que ce diagnostic suscitait beaucoup d'intérêt parmi les scientifiques, les milieux universitaires, et du coup on a décidé d'approfondir cette expérience sur le bassin versant du Rhône pour les années qui viennent. Voilà, c'était ma remarque. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je vais commencer en remerciant d'abord nos intervenants parce que c'est vraiment, ils viennent ici, ce sont des rendez-vous que nous organisons, ils viennent nous instruire, ils viennent nous expliquer leurs problèmes et leurs visions. Et pour ça, ils doivent quitter leur région, ils doivent s'adapter à notre façon de nous exprimer, notre façon de comprendre le système et aussi nos structures, nos protocoles. Alors c'est pour ça que merci beaucoup de venir nous informer et nous aider dans notre réaction, dans notre changement, dans notre réalisation que nous sommes en train de détruire la planète et que nous pouvons travailler ensemble. Donc merci vraiment pour ça. Et mon travail, c'est vraiment ça. Donc pour le moment, je vais pas seulement, je suis pas seulement ici pour recevoir ces personnes indigènes et autochtones qui viennent, mais c'est pour aller les voir chez eux, pour respecter leurs protocoles, pour apprendre leurs connaissances et leur façon de comprendre les systèmes dans lesquels nous évoluons. Et donc c'est vraiment ça qui est important aussi. Je suis académique, j'ai travaillé dans des universités très prestigieuses et pourtant c'est en allant à la rencontre d'aînés, ici je vais en Nouvelle-Zélande à Aotearoa, où il y a cette reconnaissance des rivières, des montagnes, des forêts, que ce sont des lieux sacrés et ce sont même des personnes, ce sont des lieux où on peut rencontrer nos ancêtres et aussi la connaissance en fait, elle est dans ces environnements. Ce n'est pas nous qui possédons la connaissance, c'est l'environnement qui le possède. Et alors, c'est à nous de savoir et de détecter comment on peut lire l'environnement. C'est l'environnement qui va nous dire comment on peut le sauver. Et donc, c'est ça le travail ici. Et dans le domaine académique, on publie des papiers. Eux transmettent leurs connaissances oralement, vous l'avez cité. Et c'est à ça qu'il faut qu'on respecte. Il faut qu'on puisse se mettre à leur structure, à leur protocole et à leur connaissance. Cette connaissance est incroyable et on n'y arrivera pas sans eux. Et donc c'est ça aussi, c'est aller à leur rencontre, les comprendre et surtout se battre pour que nous soyons des alliés et pour qu'on comprenne leur système d'évolution et de protection aussi. Et donc voilà, ça...
effectivement, j'ai travaillé à MIT, qui est une université très prestigieuse, où nous essayons de développer des technologies transformatives qui pourraient ralentir la perte de la biodiversité pendant que nous essayons de faire ces changements systémiques. Mais on ne le fait pas sans cette connaissance autochtone qui nous permet d'avoir une vision bien plus holistique des problèmes, bien plus holistique des écosystèmes. Nous comprenons les interactions entre les différentes espèces, nous comprenons comment la Lune nous influence tous, que ce sont ces cycles-là qu'il faut respecter et que nous pouvons comprendre aussi. Et donc, voilà, je me viens vraiment à vous, je vous remercie encore une fois de venir et de vous lier à nos combats aussi. Et j'espère que je peux vous encourager à aller à vous renseigner, à faire votre homework, votre devoir de comprendre ces autres communautés, parce qu'il y a beaucoup à apprendre personnellement et professionnellement. Voilà. Merci beaucoup. Thank you. I just want to acknowledge the panel and the participants here. And it has been a great experience listening and showing this solidarity and this work. We are called to work together in this unification process because in the front lines, in the local communities, we are facing so much threatening, so more threats from mining companies, from oil companies, even urban sprawl. We are facing a lot of dangers. Donc je vous remercie pour votre présence. C'est vrai que dans nos communautés, on est menacé par ces corporations, enfin ces entreprises, et c'est un soutien de vous avoir ici. So the call is to work together, come together, feel together, act together. L'objectif, c'est d'être ensemble, d'agir ensemble et de faire avancer les choses. For the protection of life, for the protection of the sacred. Pour la protection de la vie et la protection du sacré. I want to thank everybody of you. Thanks so much. Merci beaucoup, infiniment. Merci infiniment, Mindaï Bassida, pour ton travail et pour cette belle animation. On va prendre maintenant, enfin, des questions dans la salle, s'il vous plaît. Donc, je ne sais pas trop comment ça se passe aussi, parce que quelqu'un nous aide à articuler ces questions, c'est ça? Voilà, le jeune homme au fond. Donc, voilà, il y a un micro qui circulera aussi dans la salle. Je crois qu'il est en attente de son. Voilà, qu'il y a du son maintenant. Bonjour, du coup je vais commencer par relayer une question que j'ai entendue plusieurs fois de la part de mes camarades. En fait, ils étaient très intéressés par le sujet, mais malheureusement ils se voyaient un peu dépourvus devant l'ampleur de la chose. Et ils avaient un peu de mal à voir comment ils pouvaient agir et quels seraient les moyens pour eux, soit d'agir directement, soit en tant que consommateurs notamment, des choses comme ça. D'accord. Traduire pour ceux qui ne comprennent pas, mais je voudrais faire une petite réponse, si je peux me permettre, parce que j'ai des voix. Je voudrais faire une petite réponse, si je peux me permettre, parce que j'ai des voix à vous proposer. Est-ce qu'on peut baisser un peu, parce que ça l'arsène un peu? Oui, merci. En fait, nous sommes ici en représentant aussi d'une alliance. Vous l'avez entendu plusieurs fois, ce mot, cette alliance. Alliance des gardiens de Mère Nature. Notre alliance s'appelle l'Alliance des gardiens de Mère Nature, la Terre-Mère. Notre déclaration, c'est la déclaration des gardiens et enfants de la Terre-Mère. Cette alliance est ouverte aux alliés. On remercie ces chefs traditionnels, spirituels, d'avoir ouvert cette collaboration. Cette collaboration a été souhaitée aussi par le cacique Raoni, j'ai beaucoup mentionné en ouverture de cet événement.
Et aujourd'hui, on a la chance, et d'ailleurs, Émilie, on est une incarnation aussi de pouvoir passer au travail réel, faire des collaborations, c'est-à-dire ne plus être dans un mode assistance, assistée ou de réclamation. Voilà, le vrai respect, c'est de se dire maintenant, trouvons le moyen, au-delà du dialogue qui a été ouvert, la voie a été ouverte par le cacique Raoni et d'autres, maintenant trouvons le moyen de travailler ensemble directement avec le public, peut-être sans passer par des filtres comme ceux, les filtres étatiques, les filtres des multinationales, les filtres des très grosses ONG, mais en lien direct avec le public. Cette alliance, d'ailleurs, je tiens à le dire, et c'est très important, la déclaration de l'Alliance des gardiens de Mère Nature, qui est un texte magnifique, qui est en quelque sorte une déclaration universelle aussi des droits de la terre-mère. Et je pense d'ailleurs que, j'insiste là-dessus, que vous devriez tous découvrir ce document, qui est d'ailleurs sur un site internet qui s'appelle allianceofguardians.org, allianceofguardians.org. Nous pensons que cette déclaration est aussi importante que celle que fut en son temps la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il nous faut une Déclaration universelle des droits de la nature. Et donc, cette Alliance des gardiens de Mère Nature, vous pouvez la rejoindre, vous pouvez en devenir un gardien, vous pouvez adhérer à cette déclaration et vous pouvez aussi la faire vivre. Et aujourd'hui, c'est un petit peu ce que demandent ces gardiens en s'alliant au mouvement de la jeunesse en Europe, puisqu'on fait beaucoup d'événements avec eux. On va au Parlement européen avec les jeunes engagés pour le climat. Donc on cherche vraiment à ce que beaucoup de gens intègrent cette alliance et vous êtes bienvenus pour la rejoindre. Voilà, entre autres, ça c'est l'une des voies qu'on vous propose. Comment on peut aider, comment on peut passer à l'action, voilà. Et si He's asking how we can help you with your fight and how we can take action to support your plea, support what you're doing. Just in short, I think there are several ways to support our fight or struggle to regain self-determination. In every country we have binding documents, and there is one that is very meaningful for original nations, which is 169 ILO Convention. If you really urge your country, your nation state, to sign and ratify these binding documents, supports a lot in every country. We were talking about French as nation state, as colonial power in other places. So you can also send, you talk with your legislators, you can send letters to really respect the sacred in other territories and self-determination. So that can help us a lot. And also in the campaigns when we have urgent needs, you can also send not just solidarity but funds to fund in a collective way some urgencies that we are facing, not just because of climate crisis, but because of human rights violations. Thank you. Donc il dit que la manière dont vous pouvez les aider, c'est en ratifiant et signant une convention, il a dit en anglais High Level Convention, donc une convention de 169, et que dans chaque pays, on peut aider de cette manière. Il faut parler avec les législateurs, il faut envoyer des lettres, il faut demander à ce qu'on respecte les sites sacrés. Tout peut nous aider. Et sinon, vous pouvez mettre en place des campagnes telles que la collecte de fonds pour les aider également.
pregunta del chico. ¿Cómo se está llevando la acción? Para responderle la pregunta del joven, ¿cómo podemos responder a la preocupación y a las propuestas que estamos planteando? Desde mi representación como asambleísta parlamentaria andina, estoy organizando foros internacionales e intercambios de experiencias con los pueblos indígenas y con estudiantes, más que todo con los jóvenes. Esto nos da la apertura de que los jóvenes también lleven a la mesa al debate para ver cómo podemos controlar esta destrucción, estos impactos que estamos viviendo en la humanidad. Et je vais répondre aussi la question. Et je suis partie du Parlement andino. Alors, je travaille avec j'organise des forums internationaux et aussi je participe à des échanges avec des gens. Alors, pour pouvoir réveiller cette inquiétude dans la jeunesse et qu'elle puisse aussi participer dans les débats comme celui-ci par exemple, ou des congrès ou des autres manifestations. Y de la misma manera, trabajar con las mujeres también abrir foros, conferencias, que como madres, ¿qué estamos pensando para hacer al respecto? Porque yo confío mucho en las mujeres, de que las mujeres juntas podemos más. Je travaille aussi avec des femmes, avec des mères, et on organise des conférences avec les mères de famille, parce que comme mère de famille, je sais qu'est-ce que les autres mères peuvent vouloir pour ses enfants, et tous ensemble, on peut faire plus. Eso sería mi respuesta a la pregunta del joven. Muchas gracias. Ma réponse à la question, merci beaucoup. Moi, je voulais terminer en m'adressant aux consommateurs que vous êtes, puisque le consommateur a aussi ce choix de choisir tel ou tel produit. Et que il faut savoir que les forêts tropicales sont partout. Quel est le point commun entre l'Amazonie et la voiture? Le développement de la voiture en Europe, aux États-Unis, fin du 19e et au début du 20e siècle, n'aurait pu se faire sans deux inventions, l'invention du pneu et l'invention de la chambre à air, qui était basée sur l'exploitation du latex qu'on ne trouvait qu'en Amazonie. S'il n'y avait pas eu le latex amazonien, il n'y aurait pas eu la civilisation automobile que l'on connaît. Et donc quand vous utilisez du caoutchouc, du latex, de l'EVA, que vous roulez sur des vélos, des voitures, des bus, vous utilisez de la forêt tropicale, vous consommez de la forêt tropicale. Quand vous mangez des porcs, des cochons, des poulets, eux-mêmes mangent du soja qui ont remplacé les forêts tropicales et vous mangez de la forêt tropicale. Quand vous consommez du chocolat, vous consommez de la forêt tropicale africaine avec les plantations de cacao qui ont décimé les forêts en Côte d'Ivoire et au Ghana. Voilà. Et donc dans tous ces produits-là, l'huile de palme, le cacao, l'EVA, le soja, ce sont des produits que vous consommez tous les jours directement ou indirectement et que vous avez le pouvoir en tant que consommateur de ne pas consommer et de ne pas contribuer à la destruction des forêts qui sont les habitats de ces peuples autochtones. Voilà, donc nous, le consommateur a aussi un rôle majeur à jouer. Oui. Une autre question dans la salle pour échanger? Oui, Pensez à vous présenter quand vous prenez la parole. Oui, j'avais une seconde question, si c'est possible, si on a le temps. Oui. Allez-y. Bonjour, je m'appelle Élise, je suis étudiante en école d'ingénieur, Passalcine. Voilà. J'avais une question concernant les droits de la nature et le thème qui lui est forcément relié, le crime d'écocide. Vous parliez des tribunaux fictifs qui ont été organisés par des associations. Les verdicts ont été rendus vendredi dernier. Et dans le cas des Boues Rouges, donc qui se passe à quelques kilomètres d'ici, le tribunal a statué que c'était un écocide, donc un crime quasiment aussi grave qu'un génocide.
Et ma première question, c'était est-ce que ces droits de la nature, ce crime d'écocide, sont à l'agenda de l'IUCN en ce moment? Est-ce que c'est débattu? Donc ça, c'est une réponse oui ou non. Mais surtout, quels sont les freins aujourd'hui au niveau de la Cour pénale internationale? Quels sont les freins au niveau des institutions européennes et notamment aussi au niveau du droit en France? Quels sont les freins à l'application de ces droits, à la reconnaissance de ce crime? Ok, merci. I'll translate for you, shall I? Okay. Merci pour votre question. Alors très rapidement, oui, en ce moment même, mes étudiants sont en ce moment au congrès. Ils viennent de m'envoyer cet événement qui a lieu en ce moment. Ecocide and Wildlife Crime Law Reform Safe Species, avec Christina Voigt, qui est pressante pour être la prochaine chair de la Commission mondiale du droit de l'environnement. Je travaille également avec Charlene Sheen, qui est une activiste qui est dans les top 20 des activistes au niveau mondial et qui travaille pour Stop Ecocide International. Et Stop Ecocide International a fait rentrer dans le cadre d'une procédure en urgence auprès d'une motion au congrès de l'IUCN qui est actuellement en train de passer ou pas le filtre nécessaire va donner lieu, si elle est acceptée, cette motion, à être discutée pendant l'Assemblée qui s'ouvre à partir de mercredi. À partir de mercredi, les choses s'accélèrent, c'est-à-dire que ONG, États, peuples autochtones ont une voix, et là, on va voter ou pas l'adoption de cette motion. Si l'UICN venait à voter cette motion, ça pourrait être un grand accélérateur, car comme l'a dit Sébastien tout à l'heure, beaucoup de grandes évolutions du droit ont été impulsées par l'Union internationale pour la conservation de la nature. Par rapport aux tribunaux des droits de la nature, ce qu'il faut bien savoir, c'est que ce sont des tribunaux fictifs. Il faut comprendre que ce sont des citoyens qui créent d'une manière sui generis, sous forme théâtralisée, fictif, un procès. Mais ça permet de verbaliser, de nommer des situations et d'expérimenter notamment des concepts novateurs comme celui de l'écocide qu'on a expérimenté également dans le cadre du tribunal international Monsanto, pour lequel je me suis profondément engagée également en tant que juriste pour élaborer ce tribunal avec toute une équipe. Donc c'est un tribunal fictif, il faut bien comprendre, ça ne donne pas des vraies décisions, mais néanmoins ça permet d'éprouver, si vous voulez, par une imprégnation, on va dire un peu, pas pédagogique, mais tribunal fictif, la pertinence du concept. Et la première à avoir fait ça, c'est Polly Higgins en Angleterre, qui a fait le premier tribunal fictif sur l'écocide. Est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions? Parce que je crois qu'il y en avait une troisième. Alors, très rapidement, les freins par rapport à l'écocide, c'est que si vous voulez, quand on va au niveau du pénal, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir un sujet de droit. En fait, le simple fait de créer une infraction pénale, ça suffit en elle-même, c'est objectif. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est la société qui crée une valeur. Donc, en créant une infraction pénale, on crée une valeur sociétale, quelle qu'elle soit. Donc ça peut être intéressant. Par contre, là où les jurys sont assez prudents, c'est que quel va être le champ de cette infraction, de ce crime, parce qu'en fait, en droit, on a un héritage qui est le principe de l'égalité des délits et des peines. Toute l'incrimination, rien que l'incrimination, mais pas d'interprétation pour étendre le champ de l'incrimination, ça fait partie de nos grands droits fondamentaux. Alors, il y a une autre manière aussi de raisonner, donc c'est une de mes propositions doctrinales avec d'autres, c'est de reconnaître aussi les crimes contre les générations futures. On a bien des crimes contre l'humanité, et bien si on regarde du côté de l'avenir et qu'on met en danger aujourd'hui en conscience et en connaissance, comme c'est le cas avec certains perturbateurs endocriniens ou avec le nucléaire, les générations futures, peut se poser aussi la question des crimes contre les générations futures. Mais c'est beaucoup de prudence, mais c'est à l'œuvre. Il y a notamment Jessica Macovia, qui est une grande spécialiste de droit pénal de l'environnement en France, qui travaille dessus, qui a remis un rapport au Parlement européen, et ce grand groupe Stop Ecocide International qui fait ce grand travail avec Jojo Mehta et dans l'héritage de Polly Higgins. Et pour ce qui est des droits de la nature, c'est qu'en fait les Occidentaux, bon, moi je vous ai parlé du droit des générations futures, c'est une rupture anthropologique déjà pour le droit occidental, parce que penser les générations futures pour les Occidentaux, déjà c'est pas dans la nature. Mais c'est une entrée qui parle plus aux Occidentaux parce qu'on est quand même dans la lignée des droits de l'homme. Et donc il suffit de créer des droits de l'homme transgénérationnels.
Pour les droits de la nature, en France, il y a des expérimentations qui se font avec le Parlement de la Loire, avec la Camargue, etc. Mais ça ne résonne pas encore dans la conscience ici. Peut-être que ça viendra. Certains disent, mais pourquoi nos paysans ne seraient pas les peuples autochtones d'ailleurs? Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une véritable effervescence et un criant appel au relais du droit dans ces domaines. Et il y a des avocats comme Sébastien Mabille qui vont clairement sur le terrain et qui ouvrent de nouveaux champs de responsabilité. Rebonjour, Juan Pablo Gutiérrez du peuple Yucpa de la Serranía de Perijá en Colombie. À propos de ce qui vient d'être partagé, je voudrais dire que je suis positivement surpris de cet avancement au niveau de la reconnaissance juridique, soit des droits des générations futures, soit de protéger les sites sacrés ou soit de l'établissement des droits de la nature. Mais il me semble également fondamental qu'on ne perde pas de vue que d'un côté, c'est un très bon pas pour commencer à changer ce système qui est configuré autrement. Mais en même temps, il ne faut pas perdre de vue que nous sommes en train de parler uniquement de quelque chose qui se limite à un aspect légal. C'est-à-dire qu'on est en train de mettre un cadre légal pour ce qui est la nature, qui va dire aux gens de ce qu'on peut faire avec la nature et de ce qui ne peut pas se faire avec la nature. Et c'est un très bon pas, je le reconnais, mais surtout rappeler qu'au fond, le changement ne peut pas rester uniquement au niveau de la légalité, mais au niveau du changement de pensée, plutôt de l'ordre épistémique, parce que la légalité est quelque chose de relatif aux différents pouvoirs mis en place. Tandis que la spiritualité n'est pas quelque chose de relatif, mais c'est quelque chose d'absolu des êtres humains. Alors c'était juste pour dire ça, parce que c'est un débat très, très important, c'est quelque chose qui est en train de se débattre, mais on est en train de le considérer uniquement dans son aspect légal. Et le changement viendra vraiment, si on veut tirer des vrais enseignements des peuples autochtones, c'est aller au-delà du cadre légal. Vraiment au niveau de la transformation épistémologique et ontologique. Voilà, merci. Merci pour cette remarque. On va prendre une dernière question parce qu'il y a une dernière session, sinon on ne pourra pas la faire. Donc, désolé, toute dernière question pour cette session-là, s'il vous plaît. Bonsoir, Guillaume Georges. Je suis militant écologiste et je travaille sur les questions de prévention et de santé environnement. Donc, je voulais vraiment remercier le panel de la qualité des apports et de l'élévation intellectuelle et spirituelle que vous nous permettez pour penser effectivement cette complexité. J'aurais deux questions, une tout à fait au niveau de la forme sur la question du droit régénérateur, où voilà, je n'ai pas compris ce concept-là. Et à propos de la question du droit et par rapport à ce qui vient d'être évoqué, le droit a bien sûr une fonction coercitive. Mais ne doit-on pas développer à un niveau préventif l'aspect juridique, et c'est bien sûr ce qui est certainement proposé dans ce droit extrêmement important de protection des générations futures. Merci beaucoup à Myriam d'un certain nombre de risques qui est pris effectivement par les panélistes et par les peuples autochtones pour rendre compte de la souffrance. Et ma question est un petit peu difficile parce qu'elle touche à notre archaïsme. Mais effectivement, actuellement, on se pose la question du critère de la combativité. À quel moment nous allons pouvoir garder une sérénité? Est-ce que le sacré va nous permettre de la garder, cette sérénité, ou devrons-nous passer effectivement à des combats beaucoup plus importants et pragmatiques pour défendre les générations futures? Voilà, c'est une question effectivement délicate, mais je pense que c'est une priorité de donner la place à des générations futures sur des pétitions ou des mobilisations, c'est très important, mais je crois qu'il y a une certaine urgence. Voilà, j'aimerais avoir éventuellement le regard des panélistes sur la place du sacré et comment peut-être éviter des violences inutiles. Si possible, des réponses courtes pour qu'on puisse passer à la session suivante. Sébastien, là, veut répondre. Oui, juste répondre à la première question. Effectivement, vous avez raison, il ne faut pas tout fonder sur le droit. Il faut bien distinguer ce qui relève, alors je dirais, de l'éthique et du droit.
Il y a d'ailleurs une motion très importante qui est portée par le comité français de l'UICN sur l'éthique de la nature. Voilà. Et à savoir comment est-ce que, au-delà du droit, on obéit à une certaine éthique. Et l'avantage de la loi que je citais sur le devoir de vigilance, c'est qu'elle permet aussi, à travers la loi, de se référer à des normes éthiques qui ne sont pas forcément des normes de droit dur, juridique, écrite. Voilà. Et donc, mais il faut bien distinguer les deux, et les deux évoluent ensemble. Avec de la technique. Quelqu'un d'autre a une réponse ici? Qui veut apporter une réponse? Est-ce qu'il veut répondre, Mindaï? Je suis fatigué. Bon, alors, le droit tel que je le nomme, c'est le droit transgénérationnel. Allô, allô? C'est bon? Pour la première dimension, qui était à l'époque de ma thèse du droit prospectif, et c'est en train d'être, ça a été reconnu dernièrement par le tribunal constitutionnel fédéral allemand. On a des droits et devoirs fondamentaux à l'égard des générations futures. Ça renverse un peu les perspectives, et justement, ça nourrit ce devoir de vigilance et cette obligation d'anticipation. Donc tout ça, ça forme système, et ça étend le champ du droit. C'est-à-dire que l'action, c'est aujourd'hui parce qu'on place une emprise sur l'avenir. S'il n'y a pas de mise en danger de l'avenir, il n'y a pas besoin d'un droit des générations futures. Par contre, raisonnez maintenant à partir de n'importe quel concept et vous l'appliquez au transgénérationnel. Est-ce qu'on est encore en démocratie si nos gouvernants, si nos législations, si notre pouvoir judiciaire qui applique la défense, notamment l'intérêt général, ne protège pas les générations futures alors qu'on les met en danger? Les professionnels eux-mêmes l'appellent. En juillet dernier, j'étais à Monaco avec le prince Albert de Monaco, l'association francophone des médiateurs et ombudsman des droits humains, retenez bien les défenseurs des droits fondamentaux en fait, et médiateurs, se sont tous réunis pour adopter une déclaration qui appelle à ajouter à leur champ d'action les droits des générations futures, ou alors de créer spécifiquement un ombudsman, un défenseur des droits des générations futures. Donc même les praticiens s'organisent. Regardez les procureurs généraux ont créé un réseau européen pour défendre aussi l'environnement. Il y a toute une association des professionnels. Il y a des formations maintenant pour former des huissiers de justice à constater les dommages écologiques, les infractions écologiques. Donc, on voit qu'il y a une lame de fond de transformation de notre société, en fait. Donc, très rapidement, c'était ça ma réponse. I'd like to share with you that I've been in charge of drafting the first paper about the protection of sacred sites for UNESCO. Dire que j'ai commencé à écrire une déclaration sur le droit des sites sacrés avec le soutien de l'UNESCO, pour l'UNESCO. The problem here is that original nations were not acknowledged as parties. Et en fait, le problème, c'est que nos communautés on est partie prenante. I can just only propose to, through a nation state, to present this proposal in front of the General Assembly of UNESCO. On va présenter ces propositions à l'Assemblée générale de l'UNESCO. So you can see that there are many mechanisms, but at least we are being heard little by little, and we don't think that in this kind of a structure we are going to have enough success. Et en fait, on voit bien que petit à petit, on nous écoute, mais on pense qu'en fait, ce n'est pas dans ce genre de structure qu'on va avoir la meilleure résonance. The way the world is organized is very hierarchical. Le monde est structuré de manière très hiérarchique. Positivist way of thinking. Et c'est une manière positiviste de réfléchir. Some say top down, or others say down top. Doesn't work. We need to change our institutions.
En fait, le top-down ou de partir d'en haut ou d'en bas ou le vice-versa, ce n'est pas suffisant. Il faut qu'on change nos institutions. We have a lot of work to do together. On a beaucoup de travail à faire ensemble. Thank you. Merci.